Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui a vraiment quitté la science-fiction pour s'installer dans notre quotidien au travail. L'intelligence artificielle. Oui, et on ne parle pas forcément de robots qui nous ressemblent. Non, exactement. On parle de choses bien plus concrètes. Cette mise à jour logicielle, par exemple, qui change toutes vos habitudes du jour au lendemain. Ou ce planning d'équipe qui apparaît un peu comme par magie le lundi matin. C'est ça. Ou même cet outil de tri de CV qui va décider en quelques secondes qui aura la chance d'avoir un entretien. L'IA est déjà là. Elle est déjà là, dans nos bureaux, dans nos ateliers. Du coup, la question, ce n'est plus si elle arrive, mais comment on gère ça. Hmm. Et la question centrale qu'on va se poser, c'est, face à cette transformation, est-ce qu'on est juste un spectateur ou est-ce qu'on peut prendre les commandes? C'est précisément là que les représentants du personnel, les élus du CSE, ont une carte maîtresse à jouer. Vraiment. Ah oui, hein. Ils sont le seul pont entre cette technologie, souvent vue comme une boîte noire, et la réalité très concrète des salariés sur le terrain. Leur rôle, c'est de traduire, de questionner. Et de protéger. Protéger les conditions de travail face à ce qui peut sembler opaque. Donc l'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est bien ça, hein. On va essayer de décortiquer une méthode. Voilà. Comment on passe de l'inquiétude, qui est légitime, à une posture de négociateur averti et efficace? Comment on s'arme pour encadrer l'IA et s'assurer qu'elle reste un outil? Au service de l'humain et pas l'inverse. Parfait. Alors, pour bien négocier, il faut d'abord comprendre de quoi on parle, démystifier un peu tout ça. C'est la première étape, oui. Parce que souvent, la direction arrive avec des présentations très marketing, des mots compliqués, et on peut vite se sentir dépassé. Comment on fait pour y voir clair? C'est le premier piège. Se laisser impressionner par le jargon. L'IA, ce n'est pas magique. C'est un outil. Et pour comprendre un outil, il faut savoir le catégoriser. Le ranger dans la bonne boîte. Exactement. J'aime bien utiliser une image, celle d'une boussole à 4 points. Ça permet, face à n'importe quel projet d'IA, de se poser 4 questions simples pour savoir où on met les pieds. Une boussole, j'aime bien, c'est concret. Alors, quel est le premier point cardinal? Le premier, le plus évident, c'est est-ce que ça dialogue? Les chatbots. Voilà. Tous les chatbots RH, les assistants virtuels qui répondent aux questions sur les congés, les notes de frais, Ça a l'air pratique, au premier abord. ça l'est, mais le risque est double. D'abord, des réponses fausses, avec un vrai impact pour le salarié. Mais il y a un danger plus profond, l'isolement. Hmm. Le salarié n'a plus une personne en face de lui, mais une interface. La relation de travail, elle se déshumanise. D'accord, donc premier risque, l'isolement. Mais toutes les IA ne nous parlent pas. Il y a celles qui agissent en coulisses, qui semblent deviner le futur. C'est votre deuxième point? Tout à fait. Le deuxième point, c'est est-ce que ça prédit? La maintenance prédictive, ce genre de choses? C'est ça. Un logiciel qui anticipe les pannes, un algorithme qui optimise les stocks, ou même qui prévoit les pics d'affluence pour ajuster les plannings. Et le risque, là? C'est la perte d'autonomie et de compétences. L'humain devient un simple exécutant des décisions de la machine. Il ne réfléchit plus, il applique. C'est une perte de sens au travail, en fait. Une véritable perte de sens. D'accord. Après l'isolement, la perte de sens, on touche au cœur du métier. Quelle est la troisième grande catégorie? La troisième, c'est celle qui a beaucoup fait parler d'elle récemment. Est-ce que ça agit? Les IA génératives, ChatGPT et compagnie. Exactement. Là, les risques commencent à être connus. D'abord, la confidentialité. Toute info sensible qu'on donne à l'outil peut se retrouver dans la nature. Oui. Et puis, la fiabilité. Ces IA peuvent halluciner, inventer des faits. C'est un problème énorme si on s'en sert pour des rapports importants, par exemple. Et le dernier point de cette boussole, j'imagine que c'est le plus palpable, direct, le plus physique. C'est ça. Le quatrième point, c'est est-ce que ça agit? Là, on parle de robots sur une chaîne de montage, de cobots qui assistent des opérateurs. D'accord. Les risques sont, on va dire, historiques. La sécurité physique des salariés qui travaillent à côté et bien sûr la menace la plus directe de suppression de postes. Le remplacement pur et simple. Voilà. Cette boussole est un super outil de diagnostic, vraiment. Mais elle s'applique à des projets d'IA qui sont annoncés, visibles. Vous m'avez parlé en préparant d'un danger plus sournois. Oui. L'IA qu'on ne voit pas. Le management algorithmique. Rien que le nom fait un peu peur. C'est le piège le plus important à déjouer parce qu'il avance masqué. Le management algorithmique, c'est quand un logiciel prend des décisions de manager. C'est-à-dire? Distribuer les tâches, surveiller les pauses, attribuer une prime, évaluer quelqu'un.
Le tout sans intervention humaine visible. Le problème, c'est qu'on ne présente jamais ça comme un projet d'IA. Non, on dit que c'est une optimisation des processus. Exactement, ou une aide à la décision. Mais alors, comment on le détecte? Si c'est invisible, comment un élu peut mettre le doigt dessus? Il y a un signal d'alarme très efficace, un test que j'appelle le test de l'explication. Le test de l'explication, d'accord? Quand un salarié subit une décision qui semble injuste, un planning changé, une prime refusée, l'élu l'accompagne voir son manager et il lui pose une question toute simple. Pouvez-vous nous expliquer les critères précis de cette décision? Et là, Et là, si le manager est incapable de répondre, s'il dit c'est l'outil qui a calculé ou le système l'a décidé comme ça, l'alarme retentit. exactement. C'est la preuve qu'un algorithme a pris le pouvoir. C'est une zone rouge et une porte d'entrée immédiate pour une action du CSE. D'accord, donc on a identifié le type d'IA, on a repéré les risques, mais soyons réalistes. Beaucoup d'élus se sentent démunis. La direction arrive avec son projet stratégique à plusieurs millions d'euros. On a vraiment les moyens de peser face à ça? C'est l'idée reçue la plus paralysante. Et elle est fausse. Ah bon? Les élus n'ont pas un bouton stop géant, c'est vrai. Mais ils ont un arsenal juridique très concret pour ralentir, analyser et forcer la direction à être transparente. Leur pouvoir, c'est de contraindre à une négociation éclairée. Et quel est l'outil principal de cet arsenal? La première chose à mettre sur la table. Le pilier, c'est l'article L 2312-8 du Code du travail. Il est limpide. Que dit-il? Il dit que le CSE doit être informé et consulté sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies. Ce qui est par définition le cas d'une IA. Systématiquement, ça coche toutes les cases. Emploi, qualification, conditions de travail. La consultation n'est donc pas une option, c'est une obligation légale. Et si une direction essaie de passer en force en oubliant cette consultation? C'est un jeu très dangereux pour elle. Passer en force, c'est un délit d'entrave, c'est une infraction pénale. Carrément. Et la justice est de plus en plus vigilante. On a eu l'affaire Atos en 2025 qui a vraiment marqué les esprits. Justement, l'affaire Atos, vous pouvez nous en dire un mot de plus? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Dans ce cas, un projet de réorganisation basé sur un nouvel outil d'IA de planification avait été lancé sans consulter le CSE en bonne et due forme. Et donc? Les élus ont saisi la justice et le juge a été très clair, il a ordonné la suspension complète du projet tant qu'une vraie consultation n'aurait pas eu lieu. Ah oui, c'est une décision forte. Très forte. Ça montre que ce droit à la consultation n'est pas symbolique, c'est une arme de dissuasion puissante. D'accord? Mais même avec une consultation, on se retrouve face à des dossiers ultra techniques. Comment on analyse ça sans être soi-même ingénieur? C'est là qu'intervient ce que j'appelle l'arme secrète du CSE. Une arme secrète? Le recours à un expert habilité. C'est le droit de mandater un cabinet indépendant pour décortiquer le projet à leur place. D'accord. Mais le recours à un expert, ça peut faire peur. C'est un peu une déclaration de guerre, non? Et puis, ça coûte cher. Excellente question, ce sont les freins habituels. Mais la réalité est très favorable aux élus pour 3 raisons. Premièrement, ça arrête le temps. Comment ça? Le vote du recours à l'expertise suspend immédiatement les délais de consultation. Ça donne 1 ou 2 mois de répit pour que l'expert travaille et que les élus préparent leur stratégie. D'accord, ça donne de l'air. Et le coût? Deuxièmement, c'est financé. L'expertise est payée à 80% par l'employeur et même 100% si le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant. Donc l'argument du coût ne tient pas. C'est un point clé. Et la troisième raison? J'imagine que c'est la plus importante. Absolument. Troisièmement, et c'est fondamental, ça rééquilibre le pouvoir. Ah, L'élu n'est plus seul face à l'armée d'experts de la direction. Il a son propre contre-expert. Et là, la discussion change de nature. On ne débat plus sur des promesses marketing. mais sur un rapport factuel, avec des données objectives? C'est ça, on passe d'un dialogue de croyance à un dialogue de preuves. Et ça change tout dans une négociation. Voilà. On a donc diagnostiqué les risques, on a mobilisé nos droits, on a l'expertise. Maintenant, comment on utilise ce nouveau rapport de force? Comment on passe de la défense à l'attaque pour vraiment encadrer l'IA? C'est la 3e et dernière étape, la stratégie de négociation. La consultation et l'expertise ne sont pas une fin en soi, ce sont des leviers Pour obtenir quoi? pour obtenir la signature d'un accord. L'objectif ultime, c'est un accord d'entreprise dédié à l'IA, ou, si ce n'est pas possible, d'intégrer des clauses de protection très solides dans l'accord de GOPXMM. La gestion des emplois et des parcours professionnels. Exactement, qui est fait pour ça.
D'accord. Imaginons qu'on soit à la table des négociations. Quelles sont les clauses sur lesquelles on ne peut pas céder? Je les résume toujours en 3 garanties en béton. 3 piliers. La première, la garantie de transparence. C'est-à-dire? Il faut écrire noir sur blanc qu'aucun outil d'IA ne sera déployé sans consultation préalable du CSE. Et surtout, exiger d'avoir accès à la documentation technique, la vraie notice de l'algorithme, pas juste la plaquette commerciale. Obtenir le vrai mode d'emploi. Logique. Mais même avec ça, la machine peut prendre des décisions qui impactent les gens. Quelle est la deuxième garantie? C'est la garantie humaine. Le principe qu'une machine ne peut jamais avoir le dernier mot sur un être humain. Concrètement. Il faut inscrire dans l'accord qu'un salarié pourra toujours contester une décision prise par une IA auprès d'un responsable humain et obtenir une révision de cette décision. C'est le fameux droit à l'explication, mais gravé dans le marbre. Un filet de sécurité humain. C'est crucial. Mais ça ne répond pas encore à la peur numéro 1 des salariés. Est-ce que cette machine va prendre mon travail? C'est le sommet de la pyramide. La troisième garantie en béton, la sécurité de l'emploi. C'est-à-dire, pas de licenciement? Il s'agit de négocier une clause de 0 licenciement contraint liée à l'IA sur une période définie, disons 2 ou 3 ans. Et ça change tout. Ça change tout, parce que ça oblige l'entreprise à changer de perspective. Au lieu de penser remplacement, elle doit penser transformation. Puisqu'elle ne peut pas licencier, elle est contrainte d'investir massivement dans la formation et le reclassement interne. On passe d'une logique de substitution à une logique d'augmentation des compétences. Exactement. Ces 3 garanties, transparence, supervision humaine, sécurité de l'emploi, ça semble être un bouclier vraiment solide. Mais j'imagine une direction qui accepterait ça sur le papier pour le vider de son sens dans la pratique. C'est le piège classique de la négociation. Et comment on l'évite? La solution, c'est ce que j'appelle la garantie mesurable. Il faut systématiquement traduire les grands principes en engagements chiffrés et vérifiables. Un exemple? Au lieu de négocier une bonne formation, qui ne veut rien dire, on négocie l'entreprise s'engage à dispenser une formation certifiante de 20 heures sur le temps de travail pour 100% des salariés impactés, et ce, avant le déploiement de l'outil. Là, c'est précis. C'est précis, c'est daté, c'est mesurable. Le CSE peut vérifier si l'engagement est tenu. C'est la différence entre une promesse vague et un contrat. C'est très clair. Si je résume notre parcours, l'IA est une réalité, mais pas une fatalité. D'abord, on la comprend avec la boussole à 4 points. Ensuite, on utilise ses droits, consultations, experts pour rééquilibrer le jeu. Et enfin, on négocie activement un cadre protecteur, basé sur des garanties mesurables. Finalement, un des plus grands pouvoirs des élus, c'est peut-être simplement de poser les bonnes questions. C'est exactement ça. Et si je pouvais donner un dernier conseil, ce serait de ne pas rester seul. Ah oui? Il faut utiliser ces heures de délégation pour aller sur le terrain, documenter l'impact des outils, se former, échanger entre élus, et utiliser ce droit fondamental qu'est l'expertise. C'est en agissant collectivement qu'on transforme la crainte en pouvoir de négociation. Merci beaucoup pour cet éclairage vraiment passionnant. Avant de se quitter, on aime bien laisser une dernière question en suspens. Une idée pour prolonger la réflexion. Volontiers? La question est la suivante. Une intelligence artificielle s'est souvent entraînée sur des années de données de l'entreprise. Oui? Ces données, ce sont les rapports, les emails. En somme, c'est le savoir-faire accumulé par des milliers de salariés. Alors, si l'IA génère d'importants gains de productivité à partir de ce savoir collectif, à qui appartiennent réellement ces gains? Bonne question. Et comment s'assurer qu'ils soient partagés équitablement avec celles et ceux qui, par leur travail, ont fourni la matière première de cette nouvelle richesse?